Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire de terminale. Alors nous allons aborder l'avant-dernier chapitre de ce programme, et oui, déjà, et nous allons nous intéresser à la construction européenne depuis le traité de Maastricht, entre élargissement, approfondissement et remise en question. Vous êtes prêts? On peut y aller? Eh bien allez, c'est parti! Alors que l'Europe de l'Est voit s'effondrer la puissance soviétique qui l'occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que la puissance états-unienne semble sans égale, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, les pays membres de la Communauté économique européenne, créée en 1957, se trouvent face à un gigantesque défi. Réunir les nations européennes de l'Est et de l'Ouest dans des institutions renforcées et approfondies. La signature du traité de Maastricht le 7 février 1992 marque le début officiel de l'Union européenne. La problématique de cette leçon sera comment la construction européenne s'est-elle poursuivie et accélérée depuis 1992, malgré les nombreuses crises traversées par l'Union européenne. Et pour commencer, je vous propose de nous intéresser à l'Europe face aux défis de l'approfondissement et de l'élargissement entre 1992 et 2007. Et tout d'abord, posons le contexte de l'Europe face aux défis de l'effondrement du bloc de l'Est. L'année 1989 est marquée par l'effondrement du communisme dans les démocraties populaires, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Roumanie notamment. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et l'effondrement du régime de la RDA conduit à se poser la question de la réunification. Dans ces jeunes démocraties, marquées par l'influence soviétique, la nouvelle classe dirigeante se rapproche rapidement de l'Europe de l'Ouest et veut intégrer la construction européenne pour s'extraire de l'influence soviétique, mais aussi pour enraciner la démocratie et bénéficier de la puissance économique de l'Europe occidentale. En 1986, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, met en place le programme de l'acte unique, qui prévoit de supprimer tout contrôle aux frontières et de créer un marché unique avec non seulement la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, mais aussi et surtout l'harmonisation des législations européennes. C'est dans ce contexte qu'est signé en 1986 le traité de Canterbury, qui prévoit la construction d'un tunnel ferroviaire sous la Manche pour relier la France et l'Angleterre par voie terrestre, mais aussi pour permettre au Royaume-Uni de mieux intégrer le marché unique européen. Le 6 mai 1994, le président François Mitterrand et la reine d'Angleterre, Élisabeth II, inaugure le tunnel long de plus de 50 km. Voyons maintenant la naissance de l'Union européenne. Vous le savez tous, l'acte de naissance de l'Union européenne, c'est le traité de Maastricht, signé en février 1992 et qui entre en application en 1993. L'Union européenne, ce n'est plus une simple association économique, mais bien un projet plus politique qui va être marqué par notamment la mise en place d'une citoyenneté européenne qui donne le droit aux citoyens des pays membres de voter lors des élections européennes et municipales de n'importe quel pays membre. Le deuxième volet politique du traité de l'Union européenne consiste à la création d'une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, qui vise à faire parler l'Union européenne d'une seule voix. Enfin, le traité de Maastricht prévoit un renforcement de la coopération policière et judiciaire. La grande réalisation du traité de Maastricht est la création d'une union économique et monétaire entre les pays qui aboutit à la création d'une monnaie unique, l'euro. Créé en 1998 et soumis à des critères de convergence, comme la limite du déficit budgétaire et de l'endettement, l'euro est mis en circulation le 1er janvier 2002. La Banque centrale européenne, la BCE, est chargée d'administrer cette nouvelle monnaie. Adoptée dans un premier temps par 12 pays membres, l'euro est rejeté par un certain nombre de pays qui veulent conserver leur monnaie, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Alors voyons maintenant comment va se mettre en place l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Alors finalement, le premier pays d'Europe de l'Est à intégrer la construction européenne est l'ex-RDA, qui est intégré automatiquement dans la CEE dans le cadre du processus de réunification du 3 octobre 1990. Alors que la Yougoslavie implose et se déchire dans une guerre civile terrible, les premiers pays d'Europe centrale à intégrer la construction européenne sont les pays qui sont restés neutres pendant la guerre froide, à savoir la Finlande, la Suède et l'Autriche,
dont le processus d'intégration est achevé en 1995. Alors que les négociations préparent l'entrée massive des pays d'Europe de l'Est, plusieurs réformes tentent de préciser le fonctionnement de l'Union européenne. Avec le traité d'Amsterdam de 1997 sont précisées les conditions d'adhésion à l'Union européenne et la question d'une Europe à plusieurs vitesses. En 2004, ce sont au total 10 nouveaux pays qui intègrent l'Union européenne dans un élargissement sans précédent. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, ainsi que les îles de Malte et de Chypre. Principalement issus de l'Europe de l'Est, vous l'aurez compris, ces nouveaux pays sont alors marqués par un niveau de développement très inférieur au reste de l'Europe. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent à leur tour l'Union européenne, puis en 2013, c'est au tour de la Croatie d'entrer dans l'UE, qui devient alors l'Europe des 28. Depuis, face aux difficultés d'intégration des nouveaux pays et aux nombreuses crises que traverse l'Union européenne, l'idée d'une pause dans l'élargissement se généralise. Face à cet élargissement, la nécessité de renforcer les institutions apparaît indispensable. Le traité de Rome, première étape pour les fédéralistes qui rêvent de créer les États-Unis d'Europe, est signé en 2004. Il prévoit la création d'une constitution pour l'Europe et l'élection notamment d'un président. Mais ce nouveau traité est rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas, témoignant d'un rejet du modèle de construction européenne. Le traité de Lisbonne, signé en décembre 2007 et entré en vigueur en décembre 2009, constitue alors un compromis. Si le vote à la majorité qualifiée devient la règle, les États membres peuvent adopter ou refuser certaines mesures. Pour éviter un nouveau rejet populaire, le traité de Lisbonne est ratifié par voie parlementaire. Seule l'Irlande organise un référendum, le traité y est d'ailleurs rejeté une première fois, avant d'être finalement accepté en 2009. Mais pour beaucoup de citoyens européens, cette adoption en catimini et en force, en Irlande, témoigne de l'échec du projet européen. Intéressons-nous maintenant dans une deuxième partie au projet européen entre crise et remise en question depuis 2008. Et le premier défi auquel la gouvernance européenne va être confrontée, c'est celui des crises économiques. Alors le monde est traversé à partir de 2008 par une crise financière très grave venue des États-Unis, que vous connaissez peut-être sous le nom de crise des subprimes. Elle va rapidement révéler les faiblesses de la gouvernance économique européenne. Les pays les plus endettés de la zone euro, en premier lieu la Grèce, mais aussi l'Espagne, l'Italie et le Portugal, incapables d'emprunter, font appel au FMI et aux autres pays membres de l'Union européenne pour éviter la banqueroute. La zone euro est sur le point d'imploser, la question de la sortie de la Grèce de la zone euro est sur la table alors que l'Espagne, l'Italie et le Portugal, voire même la France, sont à leur tour touchés par la crise financière. Alors vous l'avez compris, dans cette crise, l'existence même de la zone euro et de la monnaie unique sont posées, et pour sortir de la crise, les pays membres de l'Union européenne créent en 2012 un mécanisme européen de stabilité qui permet d'aider financièrement les pays fragilisés. Ce mécanisme introduit le principe de la règle d'or qui oblige tous les États membres à limiter leur endettement et leur déficit. Les pays les plus en difficulté sont contraints de mener une politique d'austérité qui renforce la pauvreté et les inégalités. En Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie, des manifestations contre les politiques européennes se multiplient, renforçant l'euroscepticisme croissant dans l'Europe du Sud. Les élections tournent en faveur des partis politiques rejetant l'Union européenne. Syriza en Grèce, le mouvement 5 étoiles en Italie. Malgré cela, la zone euro a survécu à la crise des subprimes. Mais avec la pandémie mondiale de la Covid-19, la politique économique européenne est totalement remise en cause. En effet, l'ensemble des pays européens ont adopté des plans de relance économique en empruntant massivement, malgré la règle d'or. Sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, les pays de l'Union européenne ont adopté en 2020 un plan de relance de 750 milliards d'euros basé sur des emprunts contractés par la Banque centrale européenne, donc remboursables par l'ensemble des pays membres. Cette mise en commun de la dette représente un tournant économique et financier majeur. Intéressons-nous maintenant à la gouvernance européenne face aux défis sociaux et politiques. Et premier des deux défis, c'est celui de la question migratoire. En 2015, avec les guerres civiles en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en Syrie, l'Europe est touchée par une crise migratoire très importante. Face à l'explosion des flux de réfugiés, les pays membres de l'UE peinent à définir une politique commune de l'immigration et du contrôle des frontières. Si, dans le cadre de l'espace Schengen, les frontières internes des pays membres sont effacées, le contrôle aux frontières extérieures est confié à l'agence Frontex,
alors que les pays doivent se partager les réfugiés. Mais en 2015, alors que des milliers de réfugiés meurent en Méditerranée, la question migratoire devient centrale. Certains dénoncent une Europe forteresse, incapable d'intégrer le moindre réfugié, tandis que d'autres critiquent une Europe passoire, appelant au rétablissement des frontières. Mais la crise sans doute la plus importante qu'a eu à traverser l'Union européenne, c'est celle du Brexit. Alors vous le savez tous, en 2016, lors d'un référendum, la population britannique décide d'activer l'article 50 du traité de Maastricht, qui permet à un État de quitter l'Union européenne. C'est ce qu'on a appelé le Brexit, qui voit le Leave quitter l'emporter à près de 52%. Après 4 longues années de négociations difficiles, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est entrée en vigueur en janvier 2020. Mais les difficultés liées aux négociations, notamment dans la vie politique britannique qui a véritablement implosé, ainsi que la position de l'Écosse, qui elle a voté massivement pour le Stay, ont paradoxalement fait reculer les idées de Frexit, le départ de la France, de Grexit, le départ de la Grèce, dans les autres pays membres de l'Union européenne, au profit du développement d'une Europe sans doute plus souverainiste. Et c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie, une construction en débat. Alors, des symboles forts comme une monnaie, un drapeau, un hymne ou une devise ont été mis en place pour l'Union européenne, mais l'identité européenne reste largement balbutiante. Les traités successifs depuis Maastricht n'ont cessé de renforcer le caractère démocratique des institutions européennes, en renforçant le pouvoir du Parlement afin de rapprocher l'Union européenne des citoyens. La nomination d'un président du Conseil européen, fonction occupée par le Belge Charles Michel, et l'élection par le Parlement de la Commission européenne et de sa présidente, Ursula von der Leyen, devaient permettre d'incarner et de personnifier l'Europe. Malgré tout, les citoyens européens perçoivent ces institutions comme trop abstraites, bureaucratiques et éloignées de leur quotidien. Cette désaffection se manifeste par un fort taux d'abstention aux élections européennes, malgré un rebond certain en 2019 avec 49% d'abstention contre 57% en 2014. Et ce désintérêt devient même de l'euroscepticisme en raison de la situation économique et sociale ainsi que du discours véhiculé par certains partis politiques. Un sondage de 2018 indique que seuls 42% des Européens sont confiants dans l'Union européenne. Cette dernière est considérée comme responsable de la crise économique que l'Europe connaît aujourd'hui, car elle privilégierait la compétitivité et la rigueur plutôt que la politique sociale. L'euro est accusé d'avoir provoqué une inflation des prix. Les directives de la Commission sont mal acceptées car empiétant sur la souveraineté nationale. Les partis souverainistes, comme le Rassemblement national en France, la Ligue de Matteo Salvini en Italie, agitent l'idée d'une perte de souveraineté nationale ou d'identité à cause de l'Europe. Mais dans le même temps, de nombreux partis ont pris conscience de la fragilité de la construction européenne et cherchent à renforcer l'Union européenne et la solidarité affichée pendant la campagne de vaccination de la Covid-19 qui fut coordonnée par l'Union européenne et qui a montré l'intérêt d'agir ensemble. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Déjà, la première idée, c'est que depuis 1992 et le traité de Maastricht, l'Union européenne a fait face à un double défi. À la fois celui de l'élargissement vers l'Europe de l'Est et en même temps celui de l'approfondissement de ses institutions afin de rendre son modèle à peu près viable. Et c'est là tout l'enjeu, parce que face aux nombreuses crises, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a à peu près autant de visions de l'Europe que de pays membres de l'Union européenne. Et dans un monde multipolaire où une nouvelle guerre froide semble se jouer entre les États-Unis et la Chine, la voix de l'Union européenne reste peu audible du fait de sa grande division. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'essentiel de cette leçon. Sinon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en cours ou sur YouTube. Pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le dernier chapitre d'histoire. Allez, au revoir!